Ça va mieux. Excusez-moi, Rachid Nekaz, merci d'être avec nous. Bon rétablissement, merci pour votre invitation. Ça va mieux. Vous êtes homme d'affaires, homme politique algérien. Vous aviez déjà défrayé la chronique il y a de ça quelque temps. Vous connaissez la prison en Algérie. Vous avez fait 4 ans de prison pour un délit d'opinion. Vous vous êtes présenté à la présidence algérienne. Enfin, vous avez été empêché de vous présenter, mais vous souhaitiez vous présenter. Aujourd'hui, on parle beaucoup de Boualem Sansal, évidemment, ressortissant français qui est retenu en Algérie et qui vient d'être condamné à 5 ans de prison. Qu'est-ce que ça vous évoque de voir l'histoire se répéter et ces délits d'opinion systématiques de l'autre côté de la Méditerranée ? Merci encore pour votre invitation, monsieur Axel Poulain. Vous savez, l'Algérie n'est pas le pays des droits de l'homme. L'Algérie est le pays des martyrs. 5,5 millions de martyrs de la colonisation française. La France est le pays des droits de l'homme, le pays de la liberté, de l'égalité, de la fraternité et de l'état de droit. Vous savez, en Algérie, quand on condamne un homme à 5 ans, à vrai dire, ce n'est pas significatif, pour une raison simple. À mon niveau, j'étais condamné à 6 années et demie de prison. Et grâce à l'intervention du président actuel, monsieur Abdelmajid Tebboune, qui m'a accordé 3 grâces présidentielles, j'ai pu enfin retrouver ma liberté et ma famille à partir du 18 janvier 2023. L'Algérie, ce n'est pas facile. Le président est certes le chef de l'État, mais il doit composer avec son gouvernement, avec des forces à l'intérieur du système algérien, un peu comme Emmanuel Macron, qui est obligé de composer avec des hommes politiques qui appartiennent à d'autres tendances politiques, comme M. Bruno Retailleau, qui fait partie des Républicains. Ce qui signifie que si on veut obtenir quelque chose de l'Algérie, il faut être un peu plus diplomate. Donc ce qui arrive à M. Boualem Sansal, qui est un auteur algéro-français, il vient d'être français il y a à peine 9 mois. Moi, j'ai été français pendant 40 ans. Et j'ai dû renoncer à ma nationalité française en 2013 pour essayer d'être candidat à la candidature aux élections présidentielles algériennes. Mais ce qui me choque, c'est que je suis né français, j'ai vécu 40 années en France. Aucun intellectuel français, aucun journaliste français, aucun homme politique français, aucun juge français n'a demandé ma libération. Quand je vois le tsunami médiatico-politico autour de la libération de Boualem Sansal, je m'interroge, y a-t-il 2 poids, 2 mesures au sujet de cette République française, au sujet de l'état de droit français? Ou alors quand on s'appelle Boualem et qu'on est devenu français, ça mérite, j'aimerais dire, toutes les divisions de la France qui viennent à son secours, et quand on renonce à sa nationalité comme moi, c'est-à-dire Rachid Nekaz, dans ce cas-là, on l'oublie et on le laisse crever. Vous savez ce qui me désole le plus, monsieur Alexis Poulain, c'est que pendant que j'étais en prison en Algérie, pendant que j'étais malade d'un cancer de la prostate en Algérie, la justice française en a profité pour me condamner par défaut. 18 mois de prison, a saisi tous mes biens, bloqué tous mes comptes bancaires, et en plus de ça, a délivré un mandat d'arrêt international contre moi et mon épouse. Et là, je me suis dit, Rachid Nekaz, auteur de 6 livres, dont un livre entretien avec les 7 chefs d'État du G7 et le président de la République de l'époque, M. Jacques Chirac, qui est oublié et en plus de ça, cloué au pilori par la justice française, et Boualem Sansal, telle une fleur du mal, cher à Baudelaire, qui mérite tous les égards. Que se passe-t-il dans la France de Voltaire, monsieur Alexis Poulain? Peut-être que vous, il y avait un passif, comme vous le dites, le fait d'avoir renoncé à la nationalité française. Vous avez aussi essayé de vous présenter à la présidentielle en France, il me semble. J'ai essayé d'être candidat à la candidature en 2007. C'est ça, absolument. Donc peut-être. Est-ce que c'est un crime de lèse-majesté? Absolument pas. Ça devrait être possible à tout citoyen français, si nous étions dans une république fonctionnelle. Et donc vous avez vu ce mépris finalement, comment vous jugez la façon dont la France vous a traité après ce refus de nationalité française? Je crois qu'il y a 2 raisons. En tout cas, j'ai essayé de comprendre un peu cette attitude un peu d'indifférence totale et surtout de stigmatisation intégrale. La première chose, c'est qu'à partir de 2010, j'ai commencé à payer les amendes des femmes qui portaient librement le niqab dans 8 pays européens. Oui. Le débat du voile, il est toujours sur le devant de la scène. Il est revenu dans le sport ces temps-ci. Et vous étiez un militant pour le port du voile. Non, pas pour le port du voile, pour la liberté. La liberté de le porter ou non. Porter le voile en Europe ou de ne pas porter le voile en Iran. J'ai fait libérer le 8 mars 2018 29 femmes iraniennes qui refusaient de porter le voile dans l'espace public, et
avec l'aide de maître Nesrin Sotoudeh, qui a beaucoup souffert en Iran, nous avons réussi à les faire libérer. Donc j'ai une attitude voltairienne. D'ailleurs, j'ai écrit un livre qui s'appelle Le Voltaire du niqab en 2018. Donc je crois que ça, c'est la première raison qui pourrait expliquer l'indifférence. Et la deuxième raison, c'est que j'ai remis en question des contrats de gaz et de pétrole entre l'Algérie et Total, car la multinationale Total a fait pression sur l'État algérien en utilisant l'arbitrage international pour faire plier l'Algérie. Et depuis 2018, Total bénéficie de 25 années de gaz gratuit et de 25 années de pétrole gratuit. Ça aussi, c'est la réalité. Et c'est ce qui fait que le gouvernement d'Emmanuel Macron est si doux avec le gouvernement algérien. C'est ce contrat avec Total, entre autres, ou il y a d'autres dossiers dont la population française devrait être au courant pour comprendre pourquoi la France est si affaiblie face à l'Algérie, en quelque sorte, dans ce bras de fer actuel. La France n'est pas du tout affaiblie. La France bénéficie à des atouts extraordinaires pour faire plier l'Algérie. Mais elle ne le fait pas. Elle le fait, la preuve, elle a refusé à plus de 800 dignitaires algériens l'accès au territoire français, c'est-à-dire l'accès à leurs appartements, l'accès à leurs comptes bancaires. Et la France a menacé de poursuites judiciaires ces dignitaires, notamment pour bien mal acquis. Et à ce sujet, depuis 2016, j'ai manifesté devant un bien mal acquis d'un ancien ministre algérien qui s'appelle Abdeslam Bouchoualeb, qui était ministre de l'Industrie et ami très proche d'Emmanuel Macron. À l'époque, lorsque nous manifestions, il y avait 200 policiers français pour protéger l'appartement au 21 quai Montebello de M. Bouchoualeb, juste en face de Notre-Dame. Et la France vient, à peine une semaine, de refuser l'extradition de ce ministre corrompu qui était condamné en Algérie à 5 peines de 20 années de prison. Donc la France, qui réclame la libération de Boualem Sansal, refuse d'extrader un ministre algérien hautement corrompu, avec des preuves éclatantes. Ce double discours, le peuple algérien a du mal à le comprendre. Comment se fait-il que la République française soutienne un ministre algérien très, très, très corrompu? Mais comment se fait-il alors ? Alors, ce ministre a rendu service à la France, notamment des entreprises comme Lafarge, comme Renault, comme BNP, comme Total. Il a beaucoup aidé les intérêts français et je crois qu'il est important que l'opinion publique française comprenne que si l'Algérie a du mal à accepter qu'un homme qui a remis en question l'intégrité territoriale de l'Algérie soit remis en liberté, c'est parce que, justement, la France refuse d'extrader ce ministre algérien corrompu, et c'est la raison pour laquelle j'ai proposé à la fois aux autorités algériennes et aux autorités françaises d'échanger l'auteur algéro-français Boualem Sansal contre cet ancien ministre très corrompu qui passe des jours très paisibles sur la Côte d'Azur. Quand on est condamné à 100 années de prison, c'est un peu dommage, vous ne trouvez pas ? Et comment a été reçue votre proposition par les autorités françaises et algériennes ? Alors, la France refuse, car la France ne veut pas extrader ce ministre algérien, malgré une convention d'extradition signée en 2019 entre les deux pays. Et l'Algérie ne comprend pas ce deux poids, deux mesures français. Et je crois que c'est important que l'opinion publique française comprenne que cette affaire Boualem Sansal, elle est pas si claire que cela. Car Boualem Sansal était l'adjoint de M. Abdeslam Bouchoualeb lorsqu'il était directeur de l'industrie au ministère de l'Industrie en Algérie. Donc ces deux-là forment une équipe. Donc l'Algérie voudrait récupérer le ministre, à condition, bien sûr, que le deal soit accepté. Donc en fait, oui, c'est un tribut contre une extradition de ce ministre, c'est ce que vous nous dites. Oui, d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé entre la Russie et les États-Unis le 1er août 2024. La Russie a échangé 16 prisonniers contre 8 prisonniers. Donc c'était 8 prisonniers russes, 16 prisonniers américains. Et cela s'est fait très bien. Notamment, il y avait un journaliste, donc un de vos confrères du Wall Street Journal, M. Gerkovitch, et ça s'est très bien passé. Donc je ne vois pas pourquoi, entre deux pays souverains, la France et l'Algérie ne pourraient pas faire comme la Russie et les États-Unis.
La France récupère Boualem Sansal et l'Algérie récupère son patron, M. Abdeslam Bouchouala. Et qu'est-ce que d'autre pourrait être fait pour apaiser les relations entre la France et l'Algérie actuellement? Qu'est-ce que vous voyez comme point de progrès possible? Vous savez, la raison de la rupture, c'était le 30 juillet 2024, lorsque de façon unilatérale, en violation de la légalité internationale des Nations Unies, dont la France est garante, car la France est membre permanent du Conseil de sécurité, donc Emmanuel Macron avait reconnu la marocanité du Sahara occidental. C'était très étonnant, car jusqu'à maintenant, la France avait toujours dit que la solution à ce problème-là devait se faire dans le cadre des Nations Unies. J'ai proposé, en tout cas, j'ai formulé une proposition depuis 2014 qui consiste à une double souveraineté entre l'Algérie et le Maroc sur le Sahara occidental pendant une période de 10 années. Et j'avais demandé le soutien des 5 membres permanents du Conseil de sécurité, dont la France, et la France n'a jamais daigné y répondre, alors que c'est une solution qui pourrait arranger tout le monde, mais la France ne cherche pas à arranger les choses en Afrique du Nord. La volonté de l'État français, que je distingue de la République française. La République française, elle est respectueuse de l'État de droit, de la liberté, de l'égalité, de la fraternité, mais l'État français a d'autres intérêts. Et l'État français ne souhaite pas qu'il y ait l'Union nord-africaine. L'État français ne souhaite pas que Alger et Rabat puissent s'entendre pour créer un climat de prospérité et de démocratie. Et en cela, j'attire votre attention sur le fait que je suis pour la remigration positive à la fois des Algériens et des Africains dans leur pays d'origine pour à la fois développer l'économie et pour consolider l'état de droit. Car quand nous avons plus de la moitié de l'élite africaine qui se retrouve aujourd'hui en France ou en Europe, comment voulez-vous développer l'Afrique? Comment voulez-vous développer l'état de droit? C'est absolument impossible. Et mon exemple concret d'un homme qui a voulu consolider l'état de droit en Algérie et qui s'est retrouvé en prison est la démonstration que nous avons besoin de ces élites de la diaspora afin qu'elles retournent en Afrique, qu'elles fassent baisser cette pression migratoire en France qui favorise les extrémistes de tous bords. Et je crois que ce serait sain, ça serait un New Deal, que la France accepte de favoriser cette remigration positive tout en renégociant les contrats avec Total, car nous avons besoin d'argent voilà, c'est bien pour récupérer les 5 millions d'Algériens, pour les loger, pour les scolariser, pour les hôpitaux, pour les routes, pour les infrastructures. Donc je crois que la France a tout intérêt à renégocier des contrats de gaz et de pétrole avec l'Algérie, de façon à permettre sur une dizaine ou une vingtaine d'années la remigration d'abord des cadres, ensuite de la classe moyenne et après les OQTF et ceux qui sont dans les prisons, car pour la petite histoire, j'ai passé 75 jours à la prison de Fresnes, car autant la France a réclamé la libération de Boualem Sansal, autant la justice française m'a emprisonné et je me suis rendu volontairement à la justice française le 5 octobre 2023. Certains ont peur des prisons. Je n'en ai pas peur, car il faut assumer et respecter toutes les justices, que ce soit la justice française ou la justice algérienne. Et je crois que c'est dans le respect qu'on pourra trouver un New Deal entre l'Algérie et la France. On avait ce matin sur le plateau de Sud Radio le recteur de la Grande Mosquée de Paris qui parlait de la libération de Boualem Sansal. On va l'écouter. Boualem Sansal est un être humain. Oui. Quoi qu'il ait fait, quoi qu'il ait dit, aujourd'hui, compte tenu de sa situation, il a passé 6 mois en prison. 6 mois, c'est trop pour lui. Je le dis et je le répète. J'espère de tout mon cœur qu'il soit gracié et qu'il revienne au moins retrouver son épouse qui est elle-même souffrante. Vous pensez qu'il peut être gracié, après tout ce que vous venez de dire ? Bien sûr qu'il peut être gracié, mais moi j'invite le président de la République algérienne, de la même façon qu'il m'a gracié, il peut le gracier, mais je pense qu'il faut qu'il fasse, ou plutôt qu'il lui accorde le même traitement qu'à moi, c'est-à-dire qu'il soit placé en résidence surveillée jusqu'en 2027, et ensuite, quand le climat sera détendu, il pourra revenir en France le plus tranquillement du monde. Je pense qu'il faut procéder par étapes. Si vous pouvez... oui, voilà. je pense qu'il faut procéder par étapes. Alors... J'invite le président algérien à le gracier, mais à le placer en résidence surveillée à Beaumadlet, parce qu'il a une très belle maison à Beaumadlet, jusqu'en 2027, de façon à ce que le cas Boualem Sansal ne soit absolument pas instrumentalisé politiquement. Justement, les élections en Algérie présidentielles, c'est quand les prochaines ? En 2029, normalement, en novembre 2029. Vous comptez vous présenter ?
Alors pour l'instant, je n'ai pas le droit d'être candidat aux élections présidentielles algériennes. J'aurais besoin pour cela d'une amnistie du président Monsieur Abdelmadjid Tebboune. Jusqu'à maintenant, j'ai bénéficié de 3 grâces présidentielles. J'ai le droit de faire de la politique, mais je n'ai pas le droit d'être candidat. À aucun poste, ni député, ni présidente. Je n'ai pas le droit d'être candidat à une quelconque élection, que ce soit locale, législative ou nationale. Et ça, c'est à vie ou vous avez c'est un mandat, une peine d'éligibilité qui dure quelque temps? Alors, quand on est condamné en Algérie pendant une durée de 10 années, nous n'avons pas le droit d'être candidat. Donc c'est 10 ans. Mais je continue à être militant, à écrire des livres. Là, je prépare mon 7e livre sur un plan B, le plan B que j'ai essayé d'appliquer en Afrique. Vous savez, en Afrique, on a beaucoup de difficultés lorsqu'on est opposant de concourir à une élection. Donc j'ai voulu imaginer une solution en 2019 qui n'a pas fonctionné, car à l'époque, l'ancien ministre de la Défense, M. Gaël Salah, avait annulé l'élection, car nous devions remporter l'élection présidentielle. Mais j'ai pu réussir cette stratégie du plan B en Afrique en permettant au président actuel, M. Diomaye Faye, d'être président, et surtout à son premier ministre, M. Ousmane Sonko, d'être premier ministre, car ils étaient tous les deux en prison. Donc j'ai contribué modestement à la réalisation de ce plan B qui a permis une alternance en douceur au Sénégal, et j'en suis très fier. Donc aujourd'hui, quels sont les projets de Rachid Nekaz? Vous parlez d'un livre, de ce plan B en Afrique, d'autres projets? Alors mon projet, c'est de récupérer mes 100 millions d'euros que la justice française m'a saisis à cause du général Denis Favier, qui est l'actuel vice-président de Total chargé de la sécurité. Et à l'époque des faits, c'est-à-dire en 2013, il était patron de la gendarmerie nationale. Il avait fait pression sur des locataires d'un immeuble que je gérais à Choisy-le-Roi dans le Val-de-Marne, en les menaçant de poursuites judiciaires ou militaires s'ils ne portaient pas plainte contre moi. Et donc en ce moment, le dossier est dans le bureau du doyen des juges d'instruction de la Cour d'appel de Paris, M. Cyril Pacaud, et j'espère que M. Denis Favier, qui vient d'être condamné définitivement par la Cour européenne des droits de l'homme, soit aussi condamné et que la justice me rende mes biens pour que je puisse avoir une vie normale, aussi bien en France, en Algérie, qu'à travers le monde entier. Oui, parce que vous êtes résident maintenant aux États-Unis, hein, c'est ça? Je suis, à vrai dire, résident en Algérie, mais j'ai un récépissé de 3 mois, vous savez. Autant la France a donné la nationalité française à Boualem Sansal. Pour ma part, j'ai un petit récépissé de 3 mois, regardez, comme un clandestin. Donc je peux être passible d'un OQTF et j'ai un visa américain pour aller aux États-Unis. Vous savez, ce qui me désole, c'est quoi? C'est quand on voit, on dit ce qu'on veut sur Trump, hein, Donald Trump. Et Donald Trump, il n'a eu aucun problème à m'accorder un visa. Et je peux aller et venir aux États-Unis sans aucun problème. Mais la France, parce que j'ai porté plainte contre M. Denis Favier, m'accorde qu'un petit papier de 3 mois. En clair, je suis en sursis en France, mais tout va bien. Mais tout va bien, vous avez le sourire et plein de projets. Merci beaucoup Rachid Nekaz d'avoir été notre invité, répondu à nos questions. La relation franco-algérienne, elle est au cœur bien sûr de l'actualité et elle va continuer à nous occuper ici sur Sud Radio. On va marquer une courte pause et puis on va se retrouver avec l'info, et notre invité à 13h sera Pierre Lellouche, ancien ministre, ancien député, spécialiste des questions internationales, pour parler bien sûr du sommet sur l'Ukraine hier à l'Élysée. À tout de suite.